Bonjour Pascal Horry. Bonjour Emmanuel. Bonjour Léonore Delaunay. Bonjour. Merci de rejoindre ce cercle donc de ces tables rondes fiction et bonjour à vous Anaïs Kien. Bonjour. Alors vous nous présentez la première fiction de cette table ronde, à savoir le bateau-usine de Kobayashi Takiji. Kobayashi Takiji, effectivement. Le bateau-usine, c'est un tout petit livre noir publié par Alia. Pas tout à fait noir. Pas tout à fait noir. C'est ça disons la différence. Disons qu'il est sombre et Kobayashi Takiji est un auteur qu'on a exhumé récemment, en 2008. Un petit texte nous explique ça à la fin de l'ouvrage. 1 million d'exemplaires ont été vendus. Il a été retraduit pour l'occasion, notamment en français et est parvenu jusqu'à nous. C'est un exemple de cette veine de littérature prolétarienne japonaise des années 20 et des années 30. Cet ouvrage décrit la vie d'un bateau cargo, d'un bateau usine, d'où le titre le bateau usine, de ces bateaux usines qui étaient constitués à partir de vieilles épaves russes de la guerre du tout début du XXe siècle russo-japonaise, et ces bateaux étaient recyclés en bateau-usine, effectivement. Donc là, il s'agit de pêche au crabe, une pêche qui produit ces conserves de qualité très luxueuse, très importante pour les marchés extérieurs japonais à l'époque. Et donc, cette pêche au crabe qui consomme une quantité d'hommes et qui nous décrit, ce livre nous décrit la vie sur ce bateau, alors avec une veine extrêmement cinématographique, et moins que l'histoire d'un mouvement d'insurrection sur ce bateau, d'une rébellion, d'une grève générale, il s'agit ici de nous décrire comment naît la possibilité de ce mouvement sur ce bateau. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet ouvrage ? Vous avez travaillé sur cette littérature prolétarienne, Léonore Delaunay, qui s'appelle donc Le bateau-usine de Kobayashi Takiji, chez Alia, donc traduit par Evelyne Le Cygne Odoli. J'ai travaillé sur le théâtre prolétarien et il y a un vrai morceau de théâtre de théâtre d'agit-prop même, qui est inséré dans les pages de ce roman, où l'action s'arrête et les pêcheurs qui ont échoué sur une île vont voir des soldats russes, des soldats soviétiques leur mimer dans un véritable morceau tel quel, quoi, d'agit-prop, le plus classique, on pourrait dire, hein, en tout cas le plus représentatif de cet agit-prop soviétique. Et ce morceau d'agit-prop va mimer l'oppression et la libération. Oui, il va mimer la possibilité d'une révolte en grossissant avec vraiment un personnage très marquant, ce Chinois qui vient traduire en japonais ce qu'essayent de raconter les Russes à ces Japonais échoués. Qui leur mime le patron ivre, voilà, plein de gros, enfin on est vraiment même dans ce grotesque carnavalesque, très agit-propisant, et les pauvres marins affamés, et donc de ce schéma peut naître une possibilité de révolte. Et c'est vrai que c'est un roman politique, quoi, hein, qui déjà moi j'ai appris qu'il existait toute une littérature sociale et prolétarienne au Japon qui commence à la fin du 19e, avec des similitudes, même dans les noms, le groupe d'écrivains d'écrivains de littérature sociale où pas mal d'anarchistes vont écrire, s'appellent les Summers, exactement comme par exemple en France, où il y avait un groupe de théâtre social et de théâtre anarchiste qui s'appelait les Summers. Et à partir de la fin des années 20, la doctrine du réalisme socialiste va également travailler la littérature politique japonaise, exactement comme dans le reste du monde. Et cet auteur réussit une œuvre extrêmement forte, mais qui correspond au canon de la littérature prolétarienne et de ce que prône cette littérature et cette doctrine réaliste socialiste, c'est-à-dire vraiment un héros collectif. Oui, d'ailleurs, les personnages n'ont pas de nom. Oui. On parle du serveur, de l'étudiant, du mineur. Le jeune étudiant, l'ex-étudiant, par exemple. Mais il y a cette dimension-là, mais tout de même, il faudrait pas
mettre de côté une dimension purement romanesque, là, et en particulier de description, qui va chercher du côté peut-être de Victor Hugo et des Travailleurs de la mer. Les il est vagues très documenté, cet auteur. Très documenté. Il a cherché, il a compulsé des articles. En fait, tous les grands événements qui vont rythmer l'intrigue justement de ce roman, c'est-à-dire le refus de l'intendant d'aller sauver un autre bateau en difficulté, la mort de ces marins notamment, ce sont des événements qui ont réellement eu lieu dans ces années de l'entre-deux-guerres au Japon et qui ont d'ailleurs scandalisé l'opinion publique. Et puis donc on y décrit les crocs blancs de la mer menaçant comme des milliers de requins, les vagues qui sont des indomptables bandes de voyous, les vagues étant maintenant des lions affamés. On est aussi peut-être pas très loin d'une certaine littérature de Jack London, qui est aussi une littérature du combat social, pourrait-on dire, et qui peut faire penser parfois à certains passages du Talon de fer. Qu'est-ce que vous avez pensé de cela, Pascal Horry, de le livre de Kobayashi Takiji, Le bateau-usine chez Alia? Beaucoup de bien sur le plan proprement littéraire, disons-le. C'est quand même un texte qui tient. Et son succès posthume à partir de 2008, semble-t-il, au Japon, ce qui est très important, au Japon, mais qui n'est évidemment plus le Japon des années 20, qui n'est plus le Japon non plus des 30 glorieuses, si j'ose dire, ou des 50 glorieuses japonaises, est quand même très significatif. Donc c'est un texte qui résiste bien au temps. Ce n'est pas une réserve que de dire que ce n'est jamais qu'un carottage, un prélèvement dans toute une bibliothèque complètement effondrée aujourd'hui, qui est la bibliothèque de la littérature prolétarienne. Bien sûr. On l'a signalé tout à l'heure en prononçant le mot anarchiste. Il n'y a pas que des communistes là-dedans. Il y a aussi des anarchistes, alors qui du coup ne bénéficient pas dans les années 20 et 30 de beaucoup d'audience dans la presse communiste, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, avec Kobayashi, on a quelqu'un qui a été classé par l'Internationale communiste comme communiste, donc quand il va mourir tragiquement sous la torture du système, qui n'est pas encore le système absolument militaire japonais des années 40, mais enfin qui s'en rapproche beaucoup, l'humanité lui rendra tout de suite hommage. Donc si, comme Léonore le sait bien, on se plonge dans des revues comme Commune, à l'époque la grande revue littéraire communiste française, dans l'humanité, etc., on se rend compte que, j'allais dire, tous les mois, à la limite, sort en français, par exemple aux éditions sociales internationales, un roman, alors qui est bien sûr soviétique souvent, mais qui peut être espagnol, japonais, etc., de littérature prolétarienne. Et en effet, ce que l'on vient de dire les résume bien. D'abord, ce sont des romans, pour les meilleurs, parce que certains tombent des mains quand même, documentés. Donc il y a un travail d'enquête avec les moyens du bord, mais quand même. Donc là, à la fois, d'après ce que l'on comprend, la presse de l'époque, mais aussi des entretiens avec des survivants, etc. D'autre part, c'est effectivement un texte, bien entendu, tout à fait engagé. Et d'une certaine façon, c'est presque l'environnement qui l'engage, même si la séquence... comme par hasard, Kobayashi a choisi, il faut le préciser, non seulement une unité de lieu, on pense un peu d'ailleurs au cuirassé Potemkin, je ne sais pas dans quelle mesure il y a un lien, mais sans doute implicite, peut-être même explicite, mais d'autre part, il y a ce lieu fermé, cette unité de lieu, auquel Léonore peut être sensible, mais d'autre part, il y a la proximité des côtes, via Sakhaline, etc., des côtes russes. Donc là, on comprend très bien que ce n'est pas simplement la dénonciation d'une exploitation capitaliste en général, c'est un choix politique avec un modèle soviétique qui est proposé comme solution. Bon. Si je peux me permettre, Pascal, d'ailleurs, puisque vous évoquez ce monde clos, il y a quand même une scène incroyable d'exposition au début qui se passe dans le dortoir, ce qu'ils appellent le merdier, où on présente justement toutes les figures qui vont animer ce mouvement de grève, qui vont réfléchir à une manière de se rebeller ou pas, qui est absolument magnifique. Enfin, on est dans cette lumière noire des soutes du bateau. Et surtout avec l'odeur, on a aussi l'odeur. On a l'odeur, on a cette lumière. C'est très cinématographique. Simplement, l'autre dimension, c'est que, et ça sort Kobayashi du tout venant, parce qu'il y a quand même une forte production, en particulier en Union soviétique, mais pas que, de littérature prolétarienne à ce moment-là, c'est qu'il y a une densité, une absence de pathos quand même assez frappante. Il y a même, moi ça m'a absolument sidéré, une référence très précise aux relations homosexuelles entre marins, mais présentée avec à la fois violence et finesse. Parce qu'il y a de la violence quand même. Ce n'est que de la violence, soit dans ce qui est raconté,
Parce qu'évidemment, il y a des choses qui sont racontées, mais qui n'en sont pas moins violentes. Et puis, il y a ce à quoi on assiste, en particulier, effectivement, les odeurs, la merde, c'est extrêmement présent. Et le salaud d'Asakawa, qui est donc cet intendant de ce bateau, le seul qui a un nom. Seul qui a un nom et qui est d'une violence imperturbable. Et puis surtout, quand il prend la parole, il dit des choses qui sont intéressantes. On est quand même dans une période, on est en 1929 quand ce livre est publié. On est une vingtaine d'années plus tard, 25 ans plus tard, après la guerre russo-japonaise et la relation justement avec la Russie. On est encore dedans. Et on est complètement dedans parce qu'il dit, comme on a déjà dû vous l'expliquer, vous êtes embarqué sur ce bateau-usine pour des raisons qui dépassent de loin les profits d'une entreprise donnée, n'est-ce pas? C'est une affaire de la plus haute importance pour les relations internationales. Il s'agit de montrer qui est le plus fort, le peuple du grand empire nippon ou les Ruskov. C'est un duel entre eux et nous. Et s'il arrivait que, je dis bien si, parce qu'évidemment c'est impossible, si le Japon perdait, alors vous, fils de l'Empire, vous vous retrouveriez les couilles ballantes et n'auriez plus qu'à vous tailler le ventre avant d'aller finir au fond de la mer du Kamchatka. On dirait du Brecht. On dirait effectivement du Brecht, Léonore Delaunay, à propos de ce bateau-usine. Non, mais c'est très cinématographique, c'est très théâtral. Et c'est vrai que ça évoque Brecht, ça évoque de la jungle des villes, la résistible ascension d'Arturo Ui, ces pièces qui traitent des rapports économiques, du monde du travail, mais avec une langue, en effet, ça parle de sexe, qui est quand même très rare dans la littérature prolétarienne, je crois. Quand même. Et du refus, éventuellement, de se battre. C'est-à-dire qu'il parle très bien aussi de ceux qui vont participer au mouvement de grève, malgré eux, contraints. Donc, il n'y a pas de sublimation, finalement, de ce mouvement social, de ce mouvement de contestation. Ah oui. Et la cale du bateau, cette espèce de cale sans fond, qu'on visualise très bien et qui en effet évoque ce cinéma des années 30 ou ce théâtre, le théâtre de Meyerhold par exemple, c'est très constructiviste aussi parce qu'il y a une forte présence du bois et d'une arène et d'un entassement qui est très qui peut vraiment évoquer la scène constructiviste. Et puis on y découvre qu'effectivement la plupart de ces pêcheurs ne sont pas pêcheurs de vocation, qu'ils n'ont été ils ont été serveurs, étudiants, et qu'ils ne le sont que parce qu'ils sont plongés dans une misère infernale. Beaucoup de paysans, d'ailleurs, ils viennent de certaines régions. De paysans ruinés qui viennent de certaines régions du Japon et qui sont reclassés à l'intérieur de ce ventre de bateau par région d'origine. Il y a une scène incroyable au début, d'ailleurs, où on voit les mères accompagner leurs fils. Oui. Absolument. Alors ça, c'est une scène... Contraints d'accompagner leurs fils et achetant les compagnons de dortoir de leurs fils avec des caramels pour qu'ils soient gentils avec leurs enfants. Pour qu'ils prennent soin de leurs enfants. Pascal Horry, à propos de ce bateau-usine. Oui, au fur et à mesure que cette discussion progresse, sous le contrôle de Léonore, je me dis, alors, je vais citer le cinéma, mais il y aurait déjà un metteur en scène de théâtre qui pourrait se saisir de ça. Ce serait saisissant. Moi, je pense que s'il y a un metteur en scène audacieux qui nous écoute, ça fait tout de suite un très fort spectacle. Je précise quand même qu'en ce qui concerne l'unité de lieu, presque l'unité de temps, etc., il y a le fait très métaphorique que ce bateau, qui est une sorte de mouroir, de merdier, etc., fut un bateau russe, saisi aux Russes. Donc c'est la métaphore de beaucoup de choses, et saisi aux Russes, et d'une certaine façon, qui va être saisi par la révolution russe. Oui, il y a quelque chose de très puissant aussi, je trouve, dans ce texte, c'est la posture du narrateur. C'est-à-dire que c'est pas du tout un regard de narrateur suspendu ou omniscient. On est vraiment dans l'accompagnement de l'auteur. Il accompagne ses sujets du début à la fin. Et d'ailleurs, il se permet très régulièrement de donner son avis sur l'absurdité de la situation. À un moment donné, il dit, c'est presque comique envisagé de ce point de vue. S'ils avaient voulu faire exprès de mettre ensemble des travailleurs non encore syndiqués et les pires soulards pour leur donner le mode d'emploi du rassemblement, ils ne s'y seraient pas pris autrement. Donc lui, c'est très drôle. C'est dramatique et en même temps, c'est très drôle. Je m'interroge simplement sur l'appendice qui termine le roman parce que qui explique du coup cette exhumation. Mais je veux dire là du coup c'est un petit peu didactique puis en même temps c'est fin en queue de poisson si j'ose me permettre la métaphore, bien qu'il s'agisse de crabe. Alors le crabe à tout point de vue, d'ailleurs la métaphore du crabe, il y aurait beaucoup de choses à dire. Qui est le crabe de qui ça se termine à mon avis, c'est la page 159,
comme ça devrait se terminer d'une certaine façon, c'est ouvert. Après, il y a une sorte de récapitulation. Alors, je me suis demandé si c'était même pas une injonction de la revue qui a dit dire à l'auteur, écoute, sois un peu plus explicite parce que bon. Ou au contraire, tu es trop long. Trop long. Ou alors, il était pressé par le temps. Il s'est dit, mon Dieu, j'ai dépassé le nombre de signes. Enfin, c'est un peu troublant. Hein. Moi, je suis pas sûre que ce soit ça. Je pense que ce qui l'intéresse, c'est vrai. Pas véritablement le mouvement en lui-même, le moment de l'insurrection, de la rébellion, mais vraiment comment ce mouvement se met en place. Oui, c'est ça. Mais la fin réduit un petit peu la signification du roman, me semble-t-il. Et ce qui n'est pas réduit, en revanche, c'est la place qu'on n'a pas évoquée jusqu'ici d'un personnage central, c'est-à-dire la mère, qui est absolument décrite comme rarement on décrit l'océan, en particulier ces océans déchaînés, ces vagues qui ballottent les grands bateaux cargo ou les grands bateaux usines au gré de leur colère. Et c'est absolument fabuleusement décrit. Et d'ailleurs, il faut saluer la traduction, parce que la traduction, en l'occurrence, de Evelyne Le Signodoli est tout à fait remarquable. Elle est très imagée, elle doit correspondre, on ne sait pas, à ce qui est le texte d'origine de Kobayashi Takiji, Pascal Horry. On peut le penser, en tous les cas, on le juge dans sa version française définitivement, pour nous, en tous les cas, là, autour de cette table. Effectivement, il faudra désormais mettre Kobayashi dans la liste des grands auteurs qui parlent de la mer, de Melville à Catherine Poulain, dont tout le monde parle aujourd'hui, à juste titre. Merci. Donc, on a parlé de Kobayashi Takiji, Le bateau usine, publié chez Alia.